pris l'initiative I d'organiser also thank the un Secretary webinaire General for qui this porte sur une webinar question qui est devenue presque stratégique, la question des partenariats on public-privé. the triple P's, which is Euh, key je, nowadays. je suis Moustapha Djité, pour compléter un peu la présentation, magistrat de formation. Je suis docteur en droit public des affaires à l'Université Paris-Dauphine de France, spécialisé sur les questions PPP, titulaire de toutes les certifications reconnues par les banques mondiales sur la question, notamment la certification Preparation, Passation et Execution. Je suis titulaire de plusieurs écrits, productions scientifiques sur la question. Aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Président, je suis le directeur général de l'ARCOP du Sénégal. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier, me réjouir également de porter la voix du Sénégal qui participe à cette communication. Je rappelle que le Sénégal est le premier pays qui a abrité l'Assemblée, la toute première, l'Assemblée générale du RACOP, donc pays fondateur de cette organisation africaine. Pour devenir sur la question qui nous mobilise aujourd'hui, et après la communication de Hélène, qui a été inscrite dans une perspective strictement juridique, moi je prends la liberté et le parti d'aborder la question en revenant sur des considérations, vous le verrez, qui sont à la fois politiques, économiques et quelque part même financières. En termes de charpente par rapport à la communication que je vous propose, je vais revenir un peu. J'ai remarqué que dans la communication de Hélène, la question des procédures a été clairement élucidée. Le cadre de gouvernance, avec un focus qui a été placé sur l'organe d'appui, qui est la pièce maîtresse du cadre de gouvernance des PPP dans l'ensemble de nos législations. Je vais revenir sur un peu la structuration globale d'un projet PPP. Pour moi, c'est important. Ça nous permettra de voir dans quelle mesure, à quelle proportion le contrat peut présenter des opportunités pour notre continent qui est traversé par un certain nombre de turbulences. Après la présentation, la structuration globale du contrat de partenariat public-privé, je me ferai le devoir de traverser avec l'ensemble des opportunités que ce schéma contractuel novateur peut présenter pour nos pays respectifs. Il reste que ces opportunités ne pourront jamais être captées de la façon la plus optimale possible si les défis qui se dressent par rapport à la réalisation de ces contrats ne sont pas suffisamment adressés. Et je finirai par une conclusion qui permettra de faire un peu la synthèse de tout ce qui sera abordé dans le cadre de cette communication. Dans le cadre de l'introduction de cette communication, je voudrais avec vous faire un peu la revue de la situation mondiale et africaine en mettant en évidence un certain nombre de considérations qui sont de nature à impacter dans un sens ou dans un autre l'implémentation de ces contrats dans nos pays. Aujourd'hui, dans le monde, après une période qui a été marquée par une pandémie qui a secoué toutes nos économies, suivez mon regard, je vous parler de la COVID-19, le monde est aujourd'hui plongé dans un certain nombre de turbulences. Et ces turbulences font qu'aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, les tarifs de fret en Afrique aujourd'hui ont augmenté de 115% par rapport à la situation d'avant COVID-19. Et aujourd'hui, le taux qui est atteint dépasse de 2 fois le tarif qui était appliqué avant 2024, donc en 2023. Et ça, c'est sur le plan des échanges. C'est important, on le verra un peu dans les défis qu'il faut adresser pour créer un cadre permettant de réaliser des projets de PPP de qualité dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, sur le plan politique, et je suis toujours sur le plan mondial, nous vivons une sorte de trumpisme qui génère un certain nombre de perturbations. Et ces perturbations, pour donner quelques exemples, il y a une surenchère sur les taxes douanières. Vous vous rappelez, le 2 avril passé, en 2025, à l'occasion du Liberation Day, le président américain qui a annoncé une nouvelle tarification douanière. Des annonces qui ont généré et suscité des réponses en termes de représailles et qui ont fini par installer un peu le monde dans une sorte de crise géopolitique. Sur également l'échelle mondiale toujours, aujourd'hui nous vivons une guerre russo-ukrainienne qui n'a pas encore livré ses derniers secrets.
avec des conséquences assez importantes sur l'approvisionnement du monde concernant certaines céréales comme le blé. Et comme si cette guerre-là ne suffisait pas, récemment, nous avons assisté à une escalade de violence entre l'Irak et l'Israël, malgré aujourd'hui un cessez-le-feu qui reste précaire. Nous avons pu enregistrer à l'occasion de cette escalade qu'on a noté ces derniers jours une implication surprise des États-Unis avec tout ce que ça a suscité comme réajustement, contestation, pour ne pas dire condamnation. Nous avons suivi les réactions du président russe qui a condamné avec la dernière énergie cette intervention qui a été jugée contraire aux principes qui gouvernent les relations internationales. Nous avons suivi également la Chine qui a été sollicitée pour jouer les bons offices, pour éviter que l'Irak ne procède pas à la fermeture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, pour revenir un peu sur ce détroit, est un lieu d'échange, de transit assez important dans le commerce mondial où la plupart des produits les plus stratégiques comme le gaz passent. Et sur le plan africain, et ça c'est la situation mondiale, en Afrique aujourd'hui, nous sommes dans des pays qui vivent un triple désenclavement. Enclavement d'abord géographique, dans la plupart de nos pays, les régions sont désenclavées faute d'infrastructures, et il y a une insuffisance de corridors, d'autoroutes, de routes, etc. Rares sont les pays en Afrique qui disposent de plus de 2 autoroutes, de 3 autoroutes. À côté de ce désenclavement géographique, résultant d'un déficit en termes de réalisation d'infrastructures, nous vivons également un enclavement numérique. Aujourd'hui, la fracture numérique est très profonde dans nos pays africains. Beaucoup de régions africaines aujourd'hui ne sont pas suffisamment couvertes en termes d'accès à Internet. Et le troisième enclavement, c'est l'enclavement énergétique, où l'accès à l'énergie, surtout dans les milieux ruraux, est une grosse problématique auquel nos États aujourd'hui font face. Et pour donner quelques chiffres, moins de 50%, et ça résulte du rapport 2024 sur le développement économique en Afrique, moins de 50% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité. À côté de ces difficultés, ce triple enclavement, nous vivons également des conflits armés qui se répètent et qui, quelque part, s'intensifient pour ne pas dire se pérenniser. Nous avons dans le Sahel des conflits prolongés, je ne veux pas citer de nom pour ne pas verser dans une sorte de stigmatisation. Dans la Corne de l'Afrique également, nous avons connaissance d'un certain nombre de conflits dans la région des Grands Lacs. Et ces conflits ont pour conséquence une diminution des investissements directs étrangers de 3% en 2024. Et ça, c'est important parce que quand on parle de PPP, vous savez, on y reviendra tout de suite, c'est l'État qui s'inscrit dans une perspective de mobiliser des ressources financières qui peuvent venir de partout dans le monde. Et si les investissements baissent, ça peut affecter la mobilisation des ressources dans le cadre de la réalisation des projets PPP. À côté de cette situation peu reluisante, nous avons également des finances publiques. Les PPP, c'est à la base un outil de mobilisation de ressources financières. Et aujourd'hui, la plupart des pays africains connaissent des finances publiques relativement exsangues, avec un déficit budgétaire élevé, très élevé d'ailleurs. Selon le rapport que j'ai cité tout à l'heure, dans ce rapport, dans l'avant-propos de ce rapport, le président sortant de la Banque africaine disait que le déficit de financement annuel de l'Afrique est aujourd'hui estimé à 1 300 milliards de dollars, le déficit de financement. Donc, pour illustrer un peu ce déficit budgétaire qui est très, très élevé, et le ratio dette PIB est également supérieur à 60%, ça aussi dans la plupart des pays africains, notamment sur 46 pays africains, 46% des pays africains, le ratio dette PIB est supérieur à ce seuil de 60%. Ça, c'est le tableau synoptique d'implémentation des projets de partenariat public-privé en Afrique et dans le monde. Maintenant, c'est quoi le PPP? Le PPP, pour définir le concept et en donner une bonne compréhension, je me suis proposé de procéder par un schéma. Un schéma qui constitue le mode le plus élaboré d'un contrat de partenariat public-privé. Vous verrez que dans le schéma, le PPP, c'est entre deux parties, l'autorité publique et le partenaire privé. C'est un contrat qui lie deux parties, essentiellement une partie publique et une partie privée. Mais la relation contractuelle dans le cadre d'un PPP n'est pas aussi simple que ça, parce qu'à côté de ces deux parties prenantes, nous avons d'autres acteurs qui interfèrent dans la formation et dans l'exécution de ce contrat.
Parmi ces acteurs, nous avons les utilisateurs parce que, in fine, par rapport à la réalisation d'un projet PPP, il y a un utilisateur final à qui on crée les conditions permettant de lui rendre un service sur la base d'une infrastructure qui constitue l'objet du projet. Donc, il y a l'utilisateur final qui est là, qui est également un acteur assez important dont les préoccupations sont prises en charge. À côté de cet utilisateur, nous avons également, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers un contrat de partenariat public-privé, in fine, et de façon implicite et en filigrane, il y a la question du financement. Et le financement, on y reviendra tout de suite, mais quelque part, et dans la plupart des cas, ce financement est mobilisé auprès de prêteurs, c'est ce qu'on appelle les lenders. Et ces lenders, après le contrat principal qui est signé entre la partie publique et la partie privée, il y a une convention de financement qui est signée entre le prêteur et le partenaire de l'administration. Vous verrez avec ce schéma que finalement, l'obligation d'endosser le financement du projet n'est pas portée par la partie publique, mais c'est O le prêteur projeto não é portado pela le parte prêteur pública, qui s'est engagé avec une mas um partie publique. financiador que Il se se engaja com rapproche uma entidade pública d'une e se institution financière aproxima de pour uma passer une instituição convention financeira de financement. para criar uma convenção de Et financiamento. dans des E, hypothèses nesse, e nas particulières, hipóteses, à côté de cette convention de em casos financement, il est passé ce qu'on particulares, appelle un accord direct. devemos ter um Et acordo l'accord direct, c'est le contrat direto, à travers lequel le prêteur, après avoir signé um avec le contrato partenaire, onde dit à la o partie publique financiador quels sont deve les ter um engagements contrato que vous êtes com a parte disposés à prendre pública e pour assinar demain, lorsque todas le partenaire as qui endosse obrigações le para que financement, amanhã, qui à se un o moment donné parceiro que n'est plus en mesure anuncia de o le rembourser, financiamento quelles sont já les não quer, dispositions já que não vous pode devolver devrez o dinheiro, prendre então pour devemos assurer ter la dévolution du crédit. medidas já Donc, implementadas à para côté assegurar a de devolução do l'utilisateur, dinheiro. des prêteurs, de Então, o l'administration, du partenaire, nous avons utilizador, o également preteiro, un certain nombre d'opérateurs métiers qui peuvent intervenir dans le cadre de la réalisation du projet. Avec ces opérateurs métiers, ce qui se passe, c'est que le partenaire qui a souscrit le contrat avec l'administration signe des contrats qu'on appelle des contrats back-to-back. Des contrats back-to-back. Et contrats back-to-back, on fait généralement la construction. Si c'est un projet de réalisation d'une infrastructure, le partenaire signe avec un autre opérateur pour lui confier la construction. Et ce contrat-là, c'est ça qu'on appelle le contrat back-to-back. À côté de ce contrat de construction, nous pouvons avoir un autre contrat qui porte sur l'entretien et la maintenance si les missions qui sont confiées à l'opérateur concernent évidemment l'entretien et la maintenance. Et ce contrat également est un contrat back-to-back. Donc vous verrez que finalement, c'est un écosystème d'acteurs avec des interrelations qu'il faut savoir manager de façon cohérente pour éviter que s'il y a des dysfonctionnements, que ça ne porte pas et ne compromette pas la réalisation du projet. Et ça, c'est les acteurs. Donc, entre ces acteurs, il y a des interrelations et tout ça constitue le contrat de partenariat public-privé. Et si l'économie du projet le permet, des schémas de paiement peuvent être paramétrés, dépendamment du profil de l'économie du projet. Il peut arriver dans certaines circonstances que l'opérateur qui signe le contrat réalise l'infrastructure et fournit le service, mais se fait payer par l'utilisateur. Et dans lequel cas, on est dans ce qu'on appelle les user payers, les PPP à paiement par les usagers. Dans d'autres hypothèses, l'État prend l'engagement de payer l'opérateur directement à travers ce qu'on appelle des loyers. Et là, c'est ces PPP à paiement public. Si vous allez dans certains pays comme le Cameroun, ils ont créé une formule intérieure de PPP qu'ils appellent les PPP mixtes, où il y a des paiements publics et des paiements qui sont supportés par les usagers. Et ça, c'est une sorte de classification des partenariats publics privés. Je reste toujours sur le concept. On peut avoir d'autres critères également pour classer les PPP. Dans certains cas, on peut parler de PPP d'infrastructure, lorsque le PPP a pour objet la réalisation d'une infrastructure, mais quelque part, in fine, il y a également un service qui est attendu. Dans d'autres cas, l'infrastructure existe déjà. On engage un opérateur privé pour en assurer la gestion, l'entretien et la maintenance. Dans ce cas, on parle de PPP de service. Ce n'est plus un PPP d'infrastructure parce que l'opérateur n'a pas pour mission de procéder à la réalisation d'une infrastructure. La seule responsabilité qui lui est confiée est d'assurer l'entretien et la maintenance d'une infrastructure qui sert de support à la fourniture d'un service public. On est dans le cadre de ce qu'on appelle un PPP de service. Et ça, c'est un critère qui porte sur l'objet du contrat. Il peut utiliser également d'autres critères
le critère qui tient à l'envergure de la mission confiée à l'opérateur, c'est là où on parlera de BOT, DBOM, DBFOM. Donc, plus la mission est élargie, plus le nom peut changer. Donc, en fonction de l'envergure de la mission, là également, on peut procéder à une classification des partenariats publics-privés. Mais ce concept que je viens d'expliquer, compte tenu du contexte que j'ai décrit à l'entame de ma communication, présente pour l'Afrique de nombreuses opportunités. Ces opportunités, c'est d'abord la mobilisation de ressources additionnelles. Dans le contexte, j'ai expliqué que nous sommes dans une situation macroéconomique qui fait que les ressources budgétaires se font de plus en plus rares. Nous vivons un resserrement budgétaire. Et à partir de ce moment, l'État qui doit faire face à l'obligation de répondre favorablement aux aspirations des populations en réalisant des projets publics, l'État est obligé de chercher à capter des ressources additionnelles. Et aujourd'hui, dans le monde, à côté d'un resserrement budgétaire que nous connaissons dans la plupart de nos pays africains, nous avons une surliquidité auprès des banques commerciales, une surliquidité auprès des fonds de retraite, une surliquidité auprès des fonds de pension, et l'État doit faire preuve d'ingéniosité pour développer des arrangements juridico-financiers permettant de capter ces ressources additionnelles-là pour les mettre au service de la réalisation de projets publics. Et ça, c'est la première opportunité que présente le partenariat public-privé. L'autre opportunité que présente le partenariat public-privé, c'est un schéma qui permet de garantir une optimisation des ressources publiques. Quand vous avez des ressources publiques qui sont rares, qui sont insuffisantes et qui ne peuvent pas couvrir les projets d'investissement que l'État doit engager, vous devez vous devez en faire une bonne utilisation. Et c'est là où il y a l'optimisation des ressources. Vous me direz comment. Il y a plusieurs schémas d'optimisation. D'abord, le projet doit être étudié, analysé, et le PPP ne sera envisagé que si ce schéma est de nature à garantir une meilleure optimisation des ressources publiques. On peut trouver également d'autres schémas d'application. Par exemple, dans le cadre des hôpitaux, au lieu de mettre l'État dans un schéma et dans une perspective où l'État mobilise son budget pour réaliser l'hôpital, engager le personnel, assumer à la fois les services cliniques et non cliniques, il est possible de faire un montage qui permet à l'État de se contenter de réaliser l'infrastructure et de laisser à un opérateur le soin de développer les activités non cliniques, notamment le parking, l'hébergement, l'entretien du jardin, etc. Et un privé mobilise son personnel pour le faire et se fait rémunérer sur la base de cette activité. Ça permet à l'État d'optimiser ses ressources. Ça permet surtout à l'État, en termes d'opportunités, de développer des solutions innovantes. Et ça fait partie des traits marqueurs du partenariat public-privé. Le PPP contre une idée reçue. Le PPP n'a pas que pour vocation de mobiliser des ressources additionnelles. Le PPP permet de mettre à contribution l'expertise du privé. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du montage des projets de partenariat public-privé, on ne part jamais de spécifications techniques détaillées et fermées. On part de ce qu'on appelle des output specifications qui garantissent à l'opérateur d'avoir une liberté dans la conception de l'infrastructure et de faire preuve d'ingéniosité pour proposer à l'État des solutions les plus innovantes les unes que les autres. Et ça, c'est le propre des partenariats publics. Et in fine, ça permet d'aboutir à des infrastructures durables. Aujourd'hui, dans le cadre de la gestion classique, on assiste à ce qu'on appelle la gouvernance fragmentée du cycle de vie de projet. L'État confie à un opérateur la responsabilité de faire la construction et après le privé disparaît. L'État fait face à des obligations d'entretien et de maintenance et ça crée des inefficacités. Avec le projet PPP, on rentre dans un schéma qui permet de globaliser le cycle de projet et ça permet après finalement à l'administration de se trouver à une infrastructure qui peut rester 30 ans avec un niveau de fonctionnalité le plus optimal possible parce que le privé assure la construction. Comme il sait qu'après, il sera interpellé dans le cadre de l'entretien de la maintenance, il prend toutes les dispositions pour que la construction soit exécutée et organisée de la façon la plus sécurisée possible et il développe des stratégies d'entretien et de maintenance qui permettent d'assurer à l'infrastructure une certaine durabilité. Il y a également le caractère inclusif. Le PPP permet d'aboutir à des infrastructures inclusives. Dans le cadre du PPP, on sait qu'il y a un utilisateur final dont la préoccupation et l'attente doivent être satisfaites. Et dès la conception, l'utilisateur est impliqué, il est écouté, son stress est entendu et mesuré.
Et la solution qui est développée permet de répondre à ces préoccupations. Et l'exemple que je donne souvent dans le cadre de mes communications sur les partenariats publics-privés, c'est le projet qui a été déroulé au Cameroun, où il était question de développer un projet d'électrification rurale. Arrivé à un village, les populations se sont levées pour dire, en raison des manifestations culturelles que nous organisons assez régulièrement, nous n'avons pas besoin de la lumière la nuit. Parce que dans la conception, ces populations ont été écoutées. Le promoteur a eu l'intelligence de mettre un interrupteur au niveau de ce village pour leur permettre, lorsqu'il est question de tenir leur manifestation culturelle, d'appuyer sur l'interrupteur, de tenir leur manifestation culturelle, et après, lorsqu'il n'est pas question de manifestation culturelle, de laisser la lumière éclairer le village. Donc, ça permet de prendre en charge les préoccupations et d'assurer une bonne prise en charge des aspirations des populations. Le PPP également permet de réaliser des infrastructures climato-intelligentes. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart de nos législations, l'analyse environnementale et sociale du projet est une prescription légale et réglementaire qu'il faut nécessairement conduire. Et ça permet après d'aboutir sur des infrastructures qui respectent l'environnement et qui respectent également les conditions sociales des populations pour lesquelles ces infrastructures-là sont réalisées. Mais pour aboutir à ces résultats qui sont assez intéressants, il faudra lever un certain nombre de défis. Parmi ces défis, Hélène en a parlé certains, en a évoqué certains. Il y a la mise en place d'un cadre cohérent et flexible. Et ça, vous verrez qu'en Afrique, les choix n'ont pas été paramétrés de la même manière. Dans certains pays, on a mis en place des lois spécifiques, c'est comme le Sénégal. Dans d'autres, c'est le Code des marchés publics qui décrit et qui définit les procédures qui permettent de réaliser le PPP. Dans d'autres pays, c'est la loi de finances, en tout cas des documents à caractère financier qui définissent les conditions et les procédures qu'il faut suivre et mettre en œuvre pour procéder à la réalisation. Je vais donner ici quelques exemples. Si vous allez, c'est les procédures, mais après, il y a l'organe d'experts. Ça également, c'est extrêmement important pour réussir des projets PPP en Afrique. Il faut avoir un organe d'experts animé par des ressources humaines de qualité qui comprennent ces schémas contractuels novateurs pour assurer une bonne préparation de ces projets et entraîner l'État dans des contrats qui sont de nature à préserver ses intérêts. Et ça, si vous n'avez pas de ressources humaines qualifiées pour le faire, ça risque d'être problématique. C'est pourquoi dans la plupart des pays, on met en place un organe d'experts et les ressources humaines qui comprennent le mieux ces contrats sont intégrés dans cet organe d'experts et à charge pour cet organe d'accompagner les administrations, de les assister dans la préparation des contrats, dans la passation de ces projets et dans la contractualisation de ces projets. Maintenant, vous verrez, et ça, Hélène en a parlé tout de suite, le point de rattachement de l'organe d'experts diffère suivant les pays. Si vous allez dans certains pays comme l'Angola, le Ghana, la Guinée-Bissau, l'organe d'experts est rattaché au ministère des Finances. Le rationnel a été expliqué tout à l'heure par Hélène. Également, dans d'autres pays comme le Sénégal, c'est le ministère de l'économie, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est le ministère de l'économie qui est le point de rattachement. Dans d'autres pays comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le point de rattachement, c'est le cabinet du Premier ministre. Si vous allez au Bénin, le Tchad, la Tunisie, l'organe d'experts est rattaché à la présidence. Chaque choix peut avoir un avantage et un inconvénient. Si l'organe d'experts est rattaché à la présidence, l'avantage c'est d'avoir un portage politique le plus fort possible. Parce que ces projets-là, généralement, si le portage politique est très fort, ça permet d'aller très vite. Si c'est rattaché au ministère des Finances, ça peut faciliter la réalisation d'un certain nombre de diligences, parce que l'avis de soutenabilité budgétaire est réalisé par le ministère des Finances. Donc, c'est en interne que toutes ces questions-là sont prises en charge. Ça aussi, ça permet d'aller très vite. Donc, vous voyez un peu, le point de rattachement, c'est un choix qui est fait en fonction des réalités de l'écosystème administratif du pays considéré et en fonction également de l'intérêt que le pays place sur ces contrats-là qui présentent l'opportunité de faciliter un peu la réalisation d'infrastructures de qualité. L'autre défi, c'est la mise en place d'un fonds de soutien au développement des projets. Un PPP ne se décrète pas, j'ai l'habitude de dire. Un PPP, il se sécrète. Un PPP doit faire l'objet d'une préparation rigoureuse à travers un certain nombre d'analyses, les plus diversifiées les unes que les autres. Et ces analyses, généralement, elles ont un coût. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui n'avancent pas parce que les analyses qui doivent être faites, on n'a pas le budget pour les engager. C'est pourquoi dans certains pays, on a mis en place
un fonds pour accompagner la réalisation de la préparation des projets. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le FAP, le Fonds d'appui au partenariat public-privé, qui est un fonds abondé par des contributions des bailleurs et qui permet de mobiliser des ressources pouvant accompagner la réalisation des études à travers la préparation d'un projet PPP. Si vous allez au Ghana, ils ont ce qu'on appelle le Project Development Facility. Ça également, c'est exactement la même chose. C'est un mécanisme de soutien qui permet d'accompagner la préparation des projets. Surtout que dans la plupart des pays, l'obligation de procéder à l'évaluation du projet est l'évaluation préalable du projet est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire un projet PPP. Encore une fois, le projet ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas préparer un projet, réaliser un projet si vous ne passez pas par son évaluation préalable. Au Ghana, c'est la loi de 2020 sur les PPP qui impose l'obligation de faire l'évaluation qualitative et quantitative. Si vous allez au Kenya, c'est la loi de 2021 sur les PPP qui prévoit l'obligation de démontrer le bien fondé économique du projet. Donc, pour démontrer le bien fondé, il faut faire nécessairement l'analyse. L'autre défi également, c'est l'encadrement des offres spontanées. Dans la plupart de nos pays, une ouverture a été faite pour permettre aux opérateurs de compléter l'action d'investissement de l'État. Autrement dit, il est possible pour un opérateur qui procède à un diagnostic froid de la situation économique d'un pays et qui considère qu'un projet puisse présenter un intérêt particulier pour l'État pour en faire après la proposition. Maintenant, pour éviter que ces propositions spontanées et qui peuvent être quelque part intempestives ne seraient de nature à dérouter l'action d'investissement de l'État, il faut mettre en place un encadrement. Cet encadrement-là existe dans nos pays et il n'est pas paramétré de la même manière. Dans certains pays, on vous dira l'offre spontanée est admissible, même si elle porte sur un projet qui est inscrit dans le programme d'investissement de l'État. Dans d'autres pays, on vous dira l'offre spontanée n'est pas admissible si elle vise un projet que l'État a déjà retenu dans son programme d'investissement. D'autres formes d'encadrement existent. Dans certains pays, ils mettent des conditions de recevabilité et ils imposent aux porteurs de l'offre des frais à acquitter avant que son offre ne soit regardée. Ça, c'est un encadrement qui permet d'installer l'État dans une situation où des opérateurs peuvent doter son action d'investissement en utilisant des offres à tort et à travers et de façon désordonnée. Ça également, c'est un point d'attention, l'encadrement des offres spontanées. L'autre défi, c'est la bonne allocation des risques. Le PPP, puisqu'il doit être exécuté sur une longue période, Hélène en a parlé tout à l'heure, ça a parlé de 10 ans à 20 ans et même quelque part jusqu'à 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son exécution peut être sujette d'un certain nombre de risques qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs qui lui sont attachés. À partir de ce moment, dès sa préparation, les risques qui sont attachés au projet PPP doivent être identifiés de la façon la plus précise possible, évalués de la façon la plus exacte possible et répartis aux différents partenaires dans la limite et en tenant compte des possibilités de chacune d'elles d'en assurer une bonne prise en charge. Et ça, c'est la question de l'allocation des risques. Et il y a un schéma, il y a une méthodologie pour régler ces questions-là, mais rapidement pour avancer sur ces questions, je donne quelques exemples. En Afrique du Sud, il y a une régulation, là c'est la régulation 16, qui prévoit l'obligation de gérer les risques dans le cadre d'un projet PPP. Si vous allez au Rwanda, il y a les PPP Guidelines, c'est une ligne directrice relative au PPP qui impose l'obligation pour chaque administration qui s'engage dans un projet PPP d'en identifier les risques, de les apprécier et d'en assurer une bonne répartition entre les différentes parties. Et l'autre défi également qu'il faudra nécessairement adresser pour créer les conditions permettant de réaliser des projets de qualité dans nos pays, c'est la question de la soutenabilité budgétaire du projet. Les bailleurs aujourd'hui considèrent que les engagements qui sont souscrits par l'État dans le cadre d'un projet PPP peuvent être assimilés à la dette. Et à partir de ce moment, il faut en apprécier la soutenabilité. C'est pourquoi dans certains pays, avant que le projet ne soit lancé, on demande au ministre des Finances d'apprécier la soutenabilité de tous les engagements de l'État. Et les engagements de l'État dans le cadre d'un PPP, ils peuvent être explicites, comme par exemple les loyers. Si vous devez payer des loyers, c'est clair, c'est dans le contrat, c'est des engagements explicites, mais ils peuvent être également implicites. C'est là où on parle de passif éventuel. Par exemple, quand on vous dit dans un contrat de partenariat public-privé, en cas de résiliation du contrat, l'État doit payer. Cet engagement-là, il n'est pas explicite, mais il est implicite. Mais toutes ces formes d'engagement-là, il faut que l'État les mesure, procède à la liquidation
et prenne les dispositions dans le cadre de la gestion du budgétaire pour que demain, lorsque ces engagements-là deviennent actuels, que l'État puisse y faire face. Ça, c'est la question de la soutenabilité budgétaire, une question essentielle dans le cadre de la gestion des projets de partenariat public-privé. Un PPP également, il est préparé par des acteurs. Ces acteurs-là doivent être suffisamment formés. La question de la formation est une question centrale en termes de défis pour une bonne gestion des partenariats public-privés. Si vous n'avez pas des ressources humaines qualifiées, c'est des négociations qui sont engagées. Hélène a parlé tout à l'heure de la mise au point. Un moment dans le process, où les représentants de l'administration sont en contact avec les experts qui accompagnent le partenaire. Et si les ressources humaines ne sont pas suffisamment qualifiées, ne comprennent pas les enjeux, vous voyez un peu, c'est la porte à toutes les dérives. L'État risque d'être engagé dans des schémas contractuels et dans des conventions qui ne sont pas de nature à préserver ses intérêts. Et donc, la question de la formation est une question essentielle par rapport à la conduite et à la gestion de ces projets de partenariat public-privé. Ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, la plupart des pays africains n'ont pas de loi spécifique. Le Sénégal en a une, mais ce n'est pas toujours le cas partout. La question de la démocratie. Le PPP, c'est une question de réputation. Il y a ce qu'on appelle la réputation pays. Quand le contexte est stable, nous avons eu connaissance à travers le monde de plusieurs contrats de partenariat public-privé qui ont fait l'objet de résiliation à la suite d'un changement de régime ou à la suite d'un changement de maire. Ce qui fait que si les élections ne sont pas libres et transparentes, on inscrit le projet dans une perspective qui ne garantit pas sa pérennité et sa préservation. La justice indépendante et impartiale, même si dans le cadre des PPP, on fait plus recours à l'arbitrage, mais dans le cadre de la gestion du contrat, il peut arriver que sur une question particulière, par exemple un usager qui utilise une autoroute et qui connaît un dommage, qu'il considère comme étant le résultat d'une mauvaise gestion de l'autoroute, il peut se réserver le droit d'aller saisir le juge. Et s'il n'y a pas une justice indépendante et impartiale, c'est là où le partenaire peut être dans une situation particulièrement difficile. Le respect des libertés individuelles et des droits humains, ça c'est un contexte, un ensemble d'éléments qui sont de nature à créer un contexte permettant d'implémenter des projets de qualité. Les principes de bonne gouvernance, et ça dans l'application la plus éloquente dans le cadre de la gestion des PPP, dans la plupart de nos législations, il est demandé aux États de publier les conditions essentielles du contrat PPP. Et ça, c'est nouveau. La plupart des contrats PPP, une fois souscrits, les éléments essentiels doivent faire l'objet de publication. Et ça relève de l'obligation de redevabilité qui est un principe de bonne gouvernance. Donc, aussi donner quelques exemples, le Sénégal, le Kenya, vous êtes obligé de procéder à la publication. Le Sénégal, c'est devenu déjà une réalité. Si vous rentrez sur le site de l'UNAP, les rares contrats PPP qui sont signés ont fait l'objet de publication, en tout cas en ce qui concerne les termes, les éléments essentiels. Et je dois préciser ici, pour montrer un peu ô combien cette question-là est problématique en Afrique, sur les 92 coups d'État ou tentatives de coups d'État recensés dans le monde depuis 1950, les 220 ont été commis sur le continent africain. Ce qui laisse voir que le contexte aujourd'hui est relativement trouble et instable, ce qui peut constituer un handicap pour capter des investissements directs étrangers dans le cadre de la réalisation des projets de partenariat public-privé. L'autre défi, c'est la gestion des PPP réalisés dans les secteurs stratégiques. Si vous faites un PPP dans un secteur comme l'eau, si vous faites un PPP dans un secteur comme l'électricité, c'est des secteurs stratégiques, quelque part, qui relèvent de la souveraineté. Si vous êtes dans des PPP comme ça, c'est important que l'État prenne les dispositions pour procéder à ce qu'on appelle à des prises de participation, pour ne pas laisser le business à la discrétion de son partenaire. Ça peut être suicidaire pour un État, pour des raisons de souveraineté. Ou bien alors, l'État peut utiliser une autre formule qu'on appelle the state-owned enterprise. The state-owned enterprise. C'est-à-dire, au lieu de laisser le privé gérer le business, alors qu'on est dans un secteur stratégique, l'État a la possibilité de créer sa société et de lui confier le business parce que le secteur présente un intérêt stratégique pour l'État. La mobilisation de l'épargne intérieure constitue également un défi qu'il faudra regarder avec la plus grande attention. C'est la raison pour laquelle certains pays comme le Sénégal ont initié ce qu'on appelle le fonds de placement à risque. Parce que PPP, c'est mobiliser le financement. Dans le cadre du financement d'un projet PPP, lorsque le financement doit être mobilisé par le partenaire privé, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Il a la possibilité d'aller voir des prêteurs pour bénéficier d'un emprunt
mobilisables pour financer le projet. Il a la possibilité également de démarcher des investisseurs qui viendront souscrire le capital de sa société de projet qui doit être obligatoirement mis en place, n'est-ce pas? Et dans le cadre de cette perspective de mobilisation des investisseurs, on a pu considérer qu'il serait peut-être important de mettre à contribution l'épargne locale, l'épargne interne. C'est dans cette perspective que Sénégal, on a mis en place un instrument qu'on appelle le fonds de placement à risque, qui permet aux citoyens sénégalais de mobiliser de l'épargne qu'on peut affecter au financement de certains projets partenariats plus privés. Et je donnais ici quelques chiffres pour illustrer un peu cette question de mobilisation de l'épargne intérieure en Afrique. En 2023, entre 13% et 20% des projets internationaux en Afrique ont été financés par des investisseurs locaux africains. Et ça, c'est le secrétaire général de la CNUSET qui fait la précision. Donc ça, 13 à 20%, c'est encore très faible. D'autant que dans certains pays, on a prévu l'obligation, lorsqu'un opérateur étranger est attributaire d'un projet, de réserver une part du capital de la société de projet qui doit être mise en place au secteur privé local. Donc, la mobilisation de l'épargne intérieure en Afrique, c'est une grosse problématique parce que finalement, si on ne prend pas les dispositions pour que le financement ne soit pas endossé localement, les revenus qui sont générés par le projet sont captés par des étrangers et finalement, les ressources sont expatriées, ce qui n'est pas souhaitable et ce qui ne milite pas en faveur de la réalisation d'une croissance endogène. Il y a la question de l'endogénéisation de la compte publique et c'est en lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Comment faire de telle sorte que le secteur privé local africain soit au cœur de la réalisation des projets qui sont entrepris sur terre africaine. Comment le faire? Dans certaines législations, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été consacrés. Si vous prenez le Sénégal, on a parlé de la réservation de projets. Si vous avez un projet PPP au Sénégal qui ne dépasse pas 5 milliards, l'administration qui en est porteuse a la possibilité de réserver ces projets au secteur privé local. Et ça, c'est un mécanisme qui permet d'encourager et d'inciter une meilleure implication du secteur privé local dans la perspective de réalisation des projets de partenariat public-privé. L'autre mécanisme, c'est la réservation de parts sociales que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il y a d'autres mécanismes également, comme l'octroi de marché de préférence. C'est-à-dire, si vous êtes un opérateur étranger, vous comptez participer à une procédure de mise en concurrence concernant un projet de partenariat public-privé. Si vous prenez le parti de vous allier avec un opérateur local, on vous donne des préférences pour vous accroître vos chances de gagner le projet. Ça, l'objectif in fine, c'est de permettre à notre secteur privé national de participer davantage à la réalisation des projets qui sont entrepris dans nos différents pays. Là, la question de la stratégie du contenu local qui est également consacrée dans la plupart de nos législations. Aujourd'hui, chaque administration qui déroule un projet PPP, elle a l'obligation de définir une stratégie de contenu local qui doit être mise en œuvre dans la réalisation du projet à travers un plan de contenu local qui sera proposé en retour par le partenaire. L'administration propose sa stratégie et le partenaire, en réaction à cette stratégie, développe ce qu'on appelle le plan de contenu local. Et le plan de contenu local permet de paramétrer les questions d'emploi, comment faire de telle sorte que les travailleurs qui doivent être engagés dans la mise en œuvre du projet ne soient pas expatriés, que ce soit des travailleurs locaux. Comment faire de telle sorte que les produits et les matériaux qui sont mobilisables pour la réalisation du projet. Je donne un exemple, si vous devez réaliser une autoroute, le ciment, le béton, les produits qui sont mobilisables ne soient pas des produits qui viennent d'ailleurs, qu'ils viennent du pays. Et ça, c'est des questions qu'il faut paramétrer dans le cadre d'une stratégie de compte local que l'administration doit de façon discrétionnaire définir et à laquelle le partenaire doit obligatoirement répondre en mettant à disposition et en mettant au point un plan de contenu local qui va le contraindre, parce que dans le cadre de la mise en œuvre, c'est le plan de contenu local qu'il faut regarder pour vérifier s'il est respecté ou pas. Et la grosse question de la comptabilisation des actifs, et ça c'est extrêmement important, aujourd'hui le FMI dans la plupart de nos pays est en train de mener un combat pour obliger nos États à refléter les engagements qui sont souscrits à travers les projets PPP dans leur budget. Et ça, aujourd'hui, c'est une préoccupation assez forte du FMI. Comment faire de telle sorte que tous les engagements qui sont souscrits, et même l'actif dans le cadre de ce qu'on appelle la comptabilisation patrimoniale, l'actif, l'infrastructure,
dans quelle mesure, jusqu'à quelle proportion l'actif doit être reflété dans le budget. Et là, il y a les normes IPSAS 32 qui posent un certain nombre de conditions. Lorsqu'elles sont remplies, l'État doit comptabiliser l'actif dans son budget. Et les conditions, elles sont au nombre de 2. Lorsque dans le cadre d'un PPP, l'État en assure le contrôle, et lorsque l'État présente dans le cadre de la gestion de ce projet ce qu'on appelle un intérêt résiduel, autrement dit, si l'actif à la fin du contrat, au moment qu'on appelle le handback, si l'actif doit revenir à l'État, l'État a l'obligation, dans le cadre de son budget, de procéder à sa comptabilisation. Maintenant, après, à côté de l'actif, il y a les engagements, les paiements qui sont prévus, qu'ils soient explicites ou implicites. Ces paiements-là doivent être reflétés dans le budget. C'est pour créer de la transparence dans la gestion financière. Et ça, c'est des défis aujourd'hui auxquels les États doivent s'attaquer, parce que dans la plupart de nos États, ces questions ne sont pas suffisamment prises en charge. Donc finalement, le PPP, malgré un contexte africain plongé dans un certain nombre de turbulences, le PPP présente pour notre continent et pour nos pays de réelles opportunités. Mais ces opportunités ne sauront jamais être captées, on ne pourra jamais en bénéficier de la façon la plus efficace possible si nous ne nous adressons pas ces défis que j'ai énumérés tout à l'heure, des défis tenant à la nécessaire démocratisation de nos pays, des défis tenant à la gestion financière transparente, à une gestion transparente de nos finances publiques, avec l'obligation de procéder à la comptabilisation des engagements, avec l'obligation de procéder à l'analyse de la soutenabilité des engagements qui sont souscrits à travers le projet de partenariat public-privé, mais surtout des défis tenant à la nécessité de mettre en place un cadre cohérent. Mais dans la mise en place de ce cadre, il faudra tenir compte de la nécessité de laisser de la place au privé. Parce que ce que le partenariat public-privé a de spectaculaire, c'est que finalement, ce n'est pas l'affaire de la partie publique. C'est pourquoi on parle de partenariat public-privé. Le cadre qui doit être mis en place doit être tissé avec un certain nombre de flexibilités qui sont de nature à rendre l'environnement juridique et institutionnel qui entoure la réalisation de ces projets suffisamment cohérent, mais particulièrement captivant pour que les privés puissent trouver l'intérêt de répondre aux sollicitations de l'État dans le cadre du développement et de la réalisation de ces projets. Monsieur le Président, voilà le sens du propos que je vais préparer pour vous entretenir sur le contexte africain relativement à ces contrats, mais sur également les opportunités que présentent ces contrats et les défis qu'il faut adresser pour en tirer le maximum profit. Je vous remercie. Thank you so much.